Alors on va commencer, ça fera venir peut-être les derniers retardataires. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue au nom de la Fédération Biogé. La Fédération Biogé, vous l'avez peut-être entrevue, et si vous ne l'avez pas entrevue, alors là il faut vous taper sur vos doigts assez fort. C'est l'union d'institutions et de sociétés scientifiques comme le Muséum, la Société botanique de France, l'Académie d'agriculture, l'Académie de médecine, la Société française de zoologie, une soixantaine de structures qui ont décidé donc de remettre ou de lutter pour remettre les produits de la recherche dans les sciences du vivant et de l'environnement au service des citoyens et en particulier de lutter pour que les plus jeunes en bénéficient. En d'autres termes, c'est quelque part une structure qui essaie de faire croire à une société qui refuse de l'écouter que le boulot d'enseignant de SVT est un boulot qui touche aux fondamentaux. Et que les fondamentaux, c'est pas que lire, écrire et compter, comme le croient les gens qui ont finalement plongé le monde moderne avec cette formation-là dans les abîmes catastrophiques environnementaux et sanitaires dans lesquels nous nous mouvons. En d'autres termes, la Fédération Biogé, elle essaie d'appuyer et de valoriser votre travail, et il n'était pas question de faire les journées que nous organisons avec la ville et la métropole de Rouen dans cette salle samedi et dimanche pour le grand public, sans avoir également quelque chose et pour les scolaires et pour les enseignants. Et d'ailleurs, je vois qu'il y en a de futurs enseignants ici, puisque on a des étudiants donc, du master de l'université de Rouen. Master MEF. Alors, donc, merci d'être venu. On va parler de microbiote. Je voudrais remercier beaucoup Julien Hébert et Guillaume Notet, qui ont été des chevilles ouvrières importantes, ainsi que Paola. Merci d'avoir été derrière ça, et merci aussi à l'inspection pédagogique régionale d'avoir soutenu et annoncé la chose. Tous ces remerciements, il faudrait aussi les étendre à tous ceux qui font vivre Biogé, mais aussi à la ville, à la métropole qui ont financé ces rencontres et qui notamment nous offrent cette salle. Julien. Bonsoir. Je vais remplacer au débeauté un des intervenants en partageant une expérience pédagogique sur qu'on peut faire au collège ou au lycée. Donc pendant le Covid, je me trouvais un petit peu désœuvré et j'ai essayé de trouver une technique pour répondre aux questions que me posait un élève, à savoir c'est quoi ça. Donc tous les midis, il venait pour me présenter des petites bêtes pour regarder au microscope, et j'ai essayé de trouver comment les déterminer. Je ne savais pas le faire, j'ai cherché et je n'ai rien trouvé en français. Donc je me suis mise en action et j'ai réussi à trouver un forum sur Facebook sur lequel on pouvait discuter des petites bêtes. Et donc j'ai produit ce document que vous pouvez trouver sur le site SPIP SVT AC-Rouen, et donc bientôt le site académique Normandie, sur lequel en fait on va pouvoir trouver les plus grands, toutes les familles des petites bêtes qu'on va trouver, le plancton, que ce soit donc ici par exemple les spirulines, les desmidiers, toutes les petites algues vertes, dorées, les diatomées, les eugènes, les volvox. Donc tous ces petits animaux qui grouillent et qui sont très très jolis et qui, pour faire découvrir le microbiote et la biodiversité, sont très intéressants. Donc il y en a tout un paquet. Donc ici c'est un petit PDF interactif, donc il suffit de cliquer ici et ensuite vous retrouvez un sommaire interactif. Et pour pouvoir l'utiliser avec vos élèves, j'ai dessiné des planches qui permettent de déterminer les familles. Donc il suffit de... il y a deux planches, comme ça. Donc moi personnellement j'en fais qu'une pour éviter les photocopies, donc en noir et blanc. Ils collent ça sur leur cahier et on met juste des croix pour savoir quelles sont les familles qu'on a trouvées. Pour les déterminer, donc vous pouvez faire ça. Et si vous voulez une détermination un petit peu plus précise, donc vous pouvez vous rendre sur un site qui s'appelle iNaturalist. Donc il suffit de prendre une photo et vous avez une IA qui va vous dire à quelle famille ou quelle espèce, une espèce de détermination par l'IA, vous allez choisir, et ensuite vous allez pouvoir avoir une communauté qui va vérifier vos observations. Donc là par exemple,
Les élèves ont pris cette photo-là, ils ont dit que c'était un nœud cyclope, et on a eu Senia Copepoda là, qui a vérifié l'observation. Donc en fait, la barrière qu'on a souvent quand on est professeur, mais qu'on n'est pas naturaliste, c'est que les élèves nous disent « c'est quoi ça ?» et on ne peut pas répondre et on est un petit peu embêté, alors qu'en fait maintenant il existe des outils qui vous permettent de le faire assez simplement. L'autre avantage de cette technique, c'est que vous pouvez le faire en ville sans aucune difficulté, vu qu'il suffit d'un petit fil à plancton et vous arrivez à prendre toute la biodiversité, enfin une biodiversité visible au microscope. Donc un fil à plancton, ça se présente comme ça vaut vraiment pas cher, hein, ça doit être dans les 40 € à peu près. Donc vous avez un filet très très fin et à la fin vous avez une petite bouteille qui suffit d'ouvrir. Et si vous avez 1 litre pris dans une mare n'importe où, vous avez des observations pour toute la semaine facilement. Très important, vous avez également à la fin tout ce qui est normes, enfin tout ce qui est sécurité. Donc il faut absolument, on reparlera je pense de l'hygiène. Et donc tout ce qui est sécurité auquel il faut vraiment faire attention. Comment prendre des échantillons, et puis bien évidemment les personnes qui ont participé à ce projet. Donc ça c'est tous les gens qui m'ont donné des photos magnifiques, et tout le travail a été validé par Michel Delarue, un universitaire spécialiste. Voilà. Donc pour introduire, pour commencer à se rendre compte qu'il y a plein de toutes petites bêtes un petit peu partout, bon, c'est pas forcément des microbes, mais au niveau de la biodiversité c'est intéressant. Alors en cycle 3, pour les 6e, on doit comparer 2 milieux à 2 moments différents et regarder la population, l'évolution de la population. Donc là par exemple, fin d'hiver et au début du printemps, on voit vraiment la différence. C'est intéressant, ils utilisent le microscope, ça se passe très très bien. Voilà. Donc c'était une expérience possible. Avez-vous des questions? Oui. Alors attends, on va peut-être faire passer un micro. Le nom du site. Alors le nom du site c'est SPIP. SPIP. Après je peux pas te dire exact, donc il faut taper SPIP AC-Rouen pour l'instant. Hein. Et ensuite je pense qu'on va rechanger. Et donc tu vas tomber sur une page avec plein de ressources. Et dans le moteur de recherche, il faudrait que tu écrives eau douce. Et à ce moment-là, tu vas trouver normalement ce travail. Alors, je pourrais te le montrer si on avait une connexion un peu plus... Mais là, c'est pas trop le cas. Ensuite, pour trouver des filets à plancton, il y a beaucoup de fournisseurs. Ça coûte vraiment pas très cher. Les microscopes, on en dispose dans nos salles. Donc, c'est parfait. Et ensuite, pensez à prendre du savon, quand même, pour qu'ils se lavent bien les mains après, et qu'on n'ait pas de soucis avec des élèves qui tout d'un coup se rendent compte qu'on est cerné par des petites bêtes et qui commencent à avoir peur. Et ça c'est un danger quand même que j'ai rencontré plusieurs fois, des élèves qui tout d'un coup se rendaient compte que c'était dangereux. Alors c'est pas du tout dangereux, mais voilà. Ça peut faire une épidémie de psychose. C'est bon? Pas d'autres questions? Merci de m'avoir écouté. Et je passe la parole. Merci. Je te passe ça. Et donc l'application c'est iNaturalist. iNaturalist. C'est vraiment très pratique. Alors, donc on va parler de microbes moins au travers de ce qu'ils sont et des noms qu'on peut leur donner, en dépit que ce soit effectivement l'un des aspects peut-être les plus difficiles à mettre en œuvre. On va essayer de parler de leur fonction, et ça c'est moins difficile à mettre en œuvre parce que leur fonction, c'est rien moins que le monde qui nous entoure, et en particulier au travers des programmes, il y a 2 items vraiment importants, c'est qu'ils sous-tendent le fonctionnement des animaux et des plantes,
Et on verra la vitesse à laquelle on va avancer. Je ne suis pas sûr de vous parler des aspects civilisationnels. Ce qui m'intéressera, c'est de faire une conclusion plutôt évolutive. Donc, s'il y a des questions de compréhension pendant, il faut les poser plutôt pendant. Les questions élaboratives, on verra un peu plus tard. Mais on va déjà avancer un peu sur cette idée qu'il n'y a pas de plantes sans microbes et qu'en particulier, la nutrition des plantes nous parle de microbes. Alors, donc, sur les racines des arbres, de forestiers, de nos régions, on trouve facilement des mycorhizes. Alors, on va voir que ce n'est pas le cas général, que ce n'est pas le type de mycorhize le plus répandu, mais c'est celui qui est le plus visible. Et pédagogiquement, si vous avez un bon spot en forêt où échantillonner des mycorhizes d'arbres, vous voyez des choses absolument superbes, même à la loupe, parfois à l'œil nu. Pour le coup, on voit très bien que le champignon ganse les racines et est en surface des racines continuellement. Alors, ça c'est une chose. Il y a aussi un deuxième aspect, outre la présence du champignon qui est visible par elle-même, qu'on voit plutôt sur les mycorhizes de droite, les mycorhizes d'arbres de droite, qui est que dans ce cas-là, la présence du champignon est peu visible par sa couleur, peu visible par des filaments, mais visible par une hyper-ramification qui est liée à la production d'auxines. Les auxines sont des dérivés du tryptophane. Il y a tout un tas de dérivés du tryptophane qui ont des propriétés auxiniques, donc c'est pas étonnant de voir des microbes capables de produire de l'auxine ou des composés qui ont des rôles auxiniques. Et l'auxine engendre une rhizogénèse accrue, elle engendre même chez les pins des racines à croissance dichotome, ce qui est quand même pas habituel. Et donc ces déformations morphologiques sont parfois l'indice de la présence d'un champignon qu'on ne voit pas vraiment à la loupe. Bon. Des formations qui ont aussi un autre aspect, c'est qu'elles nous racontent que souvent les partenaires sont modifiés par l'interaction. On y reviendra. Bien. Alors ce type-là de mycorhize qu'on trouve en forêt sur nos arbres, qui est la plus visible, c'est l'ectomycorhize, où le champignon est à la fois présent en surface sous forme d'un manteau, mais il rentre aussi dans les racines, entre les cellules, et il reste ecto dessus, en surface, des cellules également. Ce type mycorhizien-là, c'est un type mycorhizien sans pénétration dans les cellules. Et il est dû à tout un tas de champignons forestiers ou strictement associés aux arbres, comme la truffe. Et 60% des champignons forestiers que l'on voit, et notamment les fameux bons comestibles forestiers, sont des champignons mycorhiziens qui forment ce type de mycorhize particulière qu'est l'ectomycorhize. Et une fois de plus, il faut trouver son spot où, quand on prend une poignée de sol, il y a dans la partie humique, c'est bien que ce soit vraiment un sol à humus épais, enfin à matière organique épaisse, parce que là il n'y a pas d'argile, donc il n'y a rien qui colle à la racine. Vous dégagez très bien les racines. Il faut trouver vos spots de hêtraies, de pinèdes, où vous prenez une poignée, vous foutez ça dans un sac, vous mettez ça au frigo, ça tient pendant 15 jours, 3 semaines, et au moment de l'observer, vous passez ça à la bino, sachant que déjà en fait à l'œil nu, vous verrez ces ectomycorhizes, elles se voient à l'œil nu. Mais les ectomycorhizes, pour pédagogiques qu'elles soient, sont anecdotiques. Un peu moins chez nous, puisque c'est celle des arbres forestiers, mais vous le voyez très bien, en fait, la plupart des plantes, elles, forment des endomycorhizes. L'ectomycorhize est anecdotique, et il faut aller chercher des endomycorhizes. Et ça, c'est un peu casse-pied, parce que la plupart des plantes herbacées en ont, mais là, ça ne se voit pas à l'extérieur, quoi. C'est des racines qui ont l'air de racines normales, il faut colorer. Et quand on colore, on voit très bien des filaments et des pénétrations intracellulaires qu'on appelle des arbuscules, c'est-à-dire que les ifs pénètrent dans les cellules corticales, d'où le nom d'endomycorhize. Le champignon est interne et il rentre dans les cellules. Attention, il franchit le cadre pectocellulosique, mais pas, ça c'est important, mais pas la membrane, qui est repoussée par l'arbuscule et donc la cellule reste vivante. Son enveloppe la plus interne est intacte. On voit aussi facilement les gros renflements où le champignon stocke des gouttelettes d'huile, qu'on appelle des vésicules. Alors vous allez me dire comment on colore ça. J'y viens. Il ne faut pas oublier que ce champignon, même si on ne le voit pas en surface, il explore le sol. Et d'ailleurs, dans le sol, il fait des renflements qui sont ses spores. Les champignons des endomycorhizes appartiennent au gloméromycètes. C'est un groupe qui est le groupe frère des asco et des basidiomycètes. Et ce groupe-là ne se voit jamais en surface parce qu'il sporule en vrac dans le sol. Alors ça rend l'histoire encore moins pédagogique parce que c'est un truc qu'on ne voit pas bien, fait par des champignons qu'on ne voit pas. Mais c'est pourtant le type de mycorhize le plus fréquent. Et vous avez ici une manip qui consiste à planter sur du sol désinfecté
qu'en premier lieu, on pourrait penser être un sol simplement privé de pathogènes, du coup. On plante de l'oignon, et à droite, on remet des spores, les fameuses spores très discrètes des champignons endomycorhiziens. Là, ça pousse normalement en 3 mois. Là, ça n'a pas poussé normalement. C'est vraiment une association nécessaire. Simplement, dans tous les sols, il y a des spores. Il y a des filaments de champignons qui se développent appuyés sur d'autres racines, et donc, en général, la mycorhize se fait. La mycorhize est donc un organe mixte. C'est un organe parce que c'est une structure derrière laquelle se cache une fonction, la fonction de nutrition, mais il est mixte parce qu'il est réalisé par 2 entités, que ce soit une endo ou une ectomycorhize. Et pour tout savoir de ça, avec Alix Elmeguizon, nous avions écrit une série de protocoles et de recommandations dans un bulletin de la PBG, et c'est l'occasion de rappeler que l'association des professeurs de biologie et géologie, qui est un membre de BioG, fait partie des acteurs pour défendre l'enseignement des SVT et fournir des moyens de le faire, que l'éducation nationale n'a pas toujours les moyens, je pense à la formation continue, de payer largement. Et donc, quelque part, l'associatif complète ici les actions de formation entreprises par les institutions nationales. Bon, alors, dernière chose, c'est un lien trophique, mais on va voir pas que trophique. Sucre contre sels minéraux. On va retrouver cette conférence filmée d'ailleurs, paraît-il. Non? Où ça? On verra. En tout cas, sans doute sur YouTube, et puis j'imagine que la PBG et l'inspection pédagogique pourront diffuser le lien. En tout cas, vous aurez notamment accès à ces images. Bien, alors, la deuxième chose, c'est que les mycorhizes sont aussi des structures de défense. Et donc, l'intérêt pour construire la plante, c'est aussi de la défendre. Cet intérêt est très net quand on regarde une ectomycorhize, où le champignon fait une véritable chaussette autour de la racine. Vous voyez, il est en brun, là, il pénètre entre les cellules corticales, mais en fait, la plupart des racines d'arbres ne voient jamais le sol. Les parties jeunes sont emballées de champignons, les parties âgées ont déjà une écorce. Ça a une conséquence importante, c'est que beaucoup d'arbres calcicoles, comme les pins ou les eucalyptus, en fait, quand in vitro ou en serre, vous les élevez sans champignons, en amenant beaucoup d'engrais pour que ça pousse quand même en sol calcaire, ils ne poussent pas. Parce qu'ils sont calcifuges. En tout cas, ils ne supportent pas le calcium. Et en réalité, ils le supportent par le biais du champignon. Les pins et les eucalyptus, dans la nature, sont calcicoles, mais c'est parce que c'est leurs champignons qui gèrent la toxicité du calcium, pas eux. L'effet de défense est aussi un effet de défense phytosanitaire. Mais là, il n'y a pas que l'interposition physique du champignon ou sa présence sur les racines qui compte. Il y a aussi une modification du système immunitaire, comme le montrent ces manips réalisées sur des tabacs, mycorhizés ou pas. Ces tabacs mycorhizés ou pas, quand on leur inocule, vous voyez, c'est la grosse tache noire ou les petits points bruns là. Quand on leur inocule du botrytis, donc l'agent de la pourriture grise, on a beaucoup plus de dégâts, 2,5 fois plus de dégâts sur les feuilles des plantes non mycorhizées. Pourtant, le champignon mycorhizien est dans les racines. C'est endomycorhizé le tabac, c'est pas un arbre, bien sûr. Donc, alors pourquoi cet effet à distance? Bien, quand on regarde les gènes de défense, ici en particulier, ce que j'ai mis, c'est une protéase qui est produite en réponse à une attaque et qui clive les protéines sécrétées par les champignons, et notamment les enzymes du champignon qui lui permettent d'attaquer et de détruire les cellules des feuilles. Donc c'est des protéases anti-enzymes. Vous voyez que leur synthèse est induite par la maladie. Il n'y en a pas au départ. Donc on parle bien de la réaction immunitaire. Leur synthèse est accrue quand la plante est mycorhizée, alors qu'elle est accrue, certes, mais beaucoup moins rapidement et moins intensément quand la plante n'est pas mycorhizée. On ne sait pas encore aujourd'hui la raison pour laquelle, outre une défense directe des racines, il y a cette activation systémique des défenses du système immunitaire, mais on sait qu'il y a énormément de petits peptides qui sont sécrétés par le champignon, qui rentrent dans la plante et qui ont des rôles régulateurs, et on présume que c'est probablement une modification systémique de la plante par ces peptides qui est à l'origine de ça. En tout cas, de façon proximale, il semblerait que les cellules répondent plus fortement aux hormones d'alerte. Plus fortement et plus vite. Mais la raison de cette hypersensibilité
aux mécanismes d'auto-alerte ne sont pas encore connus. On suppose seulement que c'est des peptides sécrétés par le champignon qui, en pénétrant dans la plante, modifient son fonctionnement. En tout cas, on est clairement sur une association qui est plus que trophique. Parlons un tout petit peu de nodosité, parce que ça aussi c'est quelque chose que l'on peut montrer, et vous allez voir que les nodosités, pour nutritives qu'elles soient dans la plante, elles ont aussi un intérêt purement biologique qui va à propos de la symbiose et de l'interaction avec les microbes qui va vraiment retenir notre attention. Alors, vous connaissez tous les légumineuses, je pense, et le fait que leurs racines portent des nodosités. Il ne faut surtout pas les ramasser dans des sols riches en azote, parce qu'évidemment, ces nodosités ne se forment que dans des sols pauvres en azote. Nodosités de couleur rose, quand elles ne sont pas roses, c'est qu'elles sont mortes ou non fonctionnelles, de couleur rosée, couleur beefsteak si on veut, où se trouvent d'abondants rhizobiums situés à l'intérieur même des cellules. Et l'interaction est une interaction qui implique ces bactéries. Ces bactéries, on peut faire des frottis avec. C'est très facile. Vous avez notamment sur le site du muséum des vidéos pédagogiques sur la symbiose, où il y a toute l'analyse de quelle plante prendre, comment faire des frottis pour les nodosités. C'est une ressource dans les ressources pédagogiques du muséum. On avait tourné ça avec un copain, et il y a tout, quelles plantes ramasser, où les ramasser, comment faire un frottis. Là, vous avez une superbe coloration de grammes, et on voit très bien, on est au 40, on est au 40, que ces bactéries sont énormes et déformées. Regardez, il y en a qui sont en Y, en massue. Quand je suis en Pologne, je dis à mes étudiants qu'elles sont tellement déformées que certaines sont même en forme de croix. Ça permet de montrer que tout le monde ne va pas à la messe. Enfin, pas en France en tout cas. C'est pas des formes habituelles. D'ailleurs, ces bactéries-là, quand elles vivent dans le sol, car elles y vivent, c'est des toutes petites bactéries qui ne sont pas plus grosses qu'un point comme ça, et toutes rondes. On retrouve la déformation par l'interaction biologique, non seulement dans la nodosité, j'entre pas dans les détails de sa structure, mais c'est pas une racine, c'est un organe complètement original. Ça a beau avoir un méristème au bout, les vaisseaux crébovasculaires sont périphériques. Dans la racine, ils sont au centre, au contraire. On a donc des déformations aussi bien de la bactérie que de la plante. Et vous savez quoi? Qu'est-ce qui fait que la bactérie est déformée? Il y a des petits peptides émis par la plante qui rentrent dans la bactérie et qui bloquent sa machinerie de division. En fait, dans toutes ces interactions biologiques, il y a énormément de modifications réalisées par des petits peptides qu'on appelle des effecteurs, ou encore des petits peptides sécrétés, PPS, qui modifient les partenaires, et c'est notamment ce qui explique la forme de ces bactéries, qu'on appelle d'ailleurs bactéroïdes, pour caractériser leur état lié à la vie intracellulaire. Alors quand on regarde l'interaction, on se dit, bon ben voilà, c'est comme la mycorhize, la bactérie fixe l'azote, et puis la plante fixe le carbone. Regardons le fonctionnement de près. Quand on regarde le fonctionnement de près, on voit qu'effectivement la plante amène par le phloème des ressources carbonées. Ces ressources carbonées rentrent dans le catabolisme. Ça permet de faire des électrons qui passent dans une chaîne de transfert respiratoire membranaire, qui est la même que celle des mitochondries, parce que les rhizobiomes sont évolutivement très proches des mitochondries. La bonne nouvelle, c'est que si vous savez comment marche une mitochondrie, vous savez comment marche un rhizobiome du point de vue de son cycle de Krebs et de sa respiration, c'est l'homologue. Donc il y a une chaîne de transfert membranaire qui donne les électrons à l'eau, qui pompe des protons vers l'extérieur, et puis les protons reviennent par une ATPase, font de l'ATP. Et une partie est des électrons produits par le catabolisme et de l'ATP produit par les ATPases à la suite du transfert d'électrons jusqu'à l'oxygène. Une partie de ça sert à faire fonctionner la nitrogénase qui transforme l'azote en ammonium et de là fait des acides aminés. Une partie de l'azote formé est cédée à la plante qui l'expédie par le xylème vers les parties supérieures sous forme d'acides aminés ou d'uréides, c'est-à-dire de composés proches des bases pyrimidiques. Bon, quand on voit ça, on se dit chacun fait son taf et échange à l'autre les ressources. Mais il y a un paradoxe. C'est qu'il y a besoin de beaucoup d'oxygène puisqu'il va falloir faire beaucoup d'ATP. Or, la nitrogénase ne supporte absolument pas l'oxygène. Son centre réactif à molybdène et à fer s'inactive en présence d'1 millimètre de mercure, 1 millibar d'oxygène. Il ne faut donc pas d'oxygène. Et vous saisissez pourquoi les rhizobiomes ne peuvent pas fixer l'azote quand ils sont seuls.
il leur faut beaucoup d'oxygène pour respirer et pas d'oxygène pour la stabilité de la nitrogénase. Le problème est insoluble. Et d'ailleurs, donc, quand ils sont seuls, ils ne fixent pas l'azote. Ils vivent en hétérotrophe et ils trouvent de l'azote aussi en hétérotrophe. En fait, qu'est-ce qui permet la fixation de l'azote dans la nodosité pour le rhizobium? C'est le fait qu'il y a un énorme flux de carbone qui l'affranchit de trouver cette ressource alimentaire. Les nodosités tissus de la plante et bactéroïdes compris, c'est 30% de la photosynthèse. Par parenthèse, vous découvrez pourquoi beaucoup de plantes vivent sans nodosité. Parce qu'elles sont pauvres en azote, mais au moins elles sont plus riches en carbone. C'est une stratégie qui a ses avantages et ses inconvénients. Ça vous prive de carbone, parce que beaucoup de carbone va servir à nourrir tout ça, à faire les structures et à nourrir tout ça. Mais la deuxième chose, j'ai toujours pas résolu le problème de l'oxygène, c'est la couleur des nodosités qui est due à de la lég hémoglobine, laquelle se trouve entre la membrane de séquestration, la membrane de phagocytose des rhizobiums, et la membrane propre des rhizobiums. Elle est là, la lég hémoglobine. C'est de l'hémoglobine tout à fait homologue à la nôtre, un héritage de l'ancêtre commun entre les plantes et les animaux. Une hémoglobine qui est capable de fixer l'oxygène d'une façon légèrement réversible. Donc l'oxygène qui arrive va se trouver fixé par la lég hémoglobine, pour hémoglobine de légumineuse. Et il ne peut pas rentrer. Donc la nitrogénase croit qu'il n'y a pas d'oxygène. C'est ce qu'elle croit, parce qu'en fait il y en a plein. Mais il est retenu par la lég hémoglobine. La façon dont la lég hémoglobine retient cet oxygène n'empêche pas cet oxygène de servir d'accepteur terminal à la chaîne de transfert des électrons. Et donc, on peut quand même respirer. C'est-à-dire qu'il y a de l'oxygène pour respirer là où il faut, mais il ne rentre pas dans la cellule et il n'interfère pas avec la nitrogénase. En d'autres termes, on a créé un micro-habitat dans lequel la fixation de l'azote devient possible. Et donc, c'est une propriété émergente. C'est une propriété du couple symbiotique. Et ça nous raconte maintenant, d'un point de vue de la biologie de l'interaction mutualiste, de l'interaction à bénéfice réciproque, qu'on peut être à bénéfice réciproque dans une association en apportant ce que l'on sait faire, c'est l'auberge espagnole, c'est la mycorhize, mais on peut aussi avoir une interaction à bénéfice réciproque en mettant en place ensemble un fonctionnement qui n'existe pas sinon. Et ça, c'est une propriété émergente, et ça veut dire que parfois l'intérêt de l'association est dans l'association et pas sommeillant au fond de chaque partenaire. Bon, allez, j'ai fait des plantes, je les ai nourries, je les ai défendues, bâtissons maintenant des microbes. Alors pardon pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, mais ça va encore sentir la vache. On va parler de nutrition et on va prendre le paroxysme de l'animal dépendant de microbes pour sa nutrition avec la vache. Alors la vache, elle a un gros bide. Première chose, vous m'accorderez que c'est pas quand même une silhouette de lévrier cette histoire-là. Elle passe son temps à mâcher, 10 heures par jour de rumination. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle la vache et les animaux qui se nourrissent semblablement des ruminants. C'est qu'ils ruminent, voilà. Et pendant ce temps-là, ils font rien que regarder les trains ou les gens qui font des films. Une vache a une odeur puissante et une vache fait des bouses assez étonnantes dans lesquelles on a des particules d'herbe qui, quand on les colore au carmine au vert, révèlent que la lignine en vert et la cellulose en rose sont intactes. Je rappelle que lignine et cellulose, ces composants de la paroi végétale, forment 90% ou moins de la masse sèche de l'herbe. Ce que dit une bouse colorée au carmine au vert, oui, les impôts des Français servent à colorer des bouses de vaches dans les universités, et on fait même des photos de ça, voilà. Ce que disent ces images-là, c'est que la vache, elle ne digère pas bien les tissus végétaux. Alors vous allez me dire, il lui reste 10% pour se nourrir. Oui. À d'autres. En plus, la vache est un ruminant. Alors, donc c'est un film que j'ai fait moi-même, avec une belle bouse au premier plan d'ailleurs. Il donne un peu le mal de mer par moment, mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette joue musclée. C'est ça la joue de bœuf que vous mangez au restaurant. C'est ce muscle qui fonctionne 30 000 fois par jour. Alors, attention au mal de mer. Si vous êtes sujet au mal de mer, ne regardez pas la vidéo. Donc, elle mâche, et là, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle a régurgité ce qu'elle a avalé, elle le fragmente en mâchant, et ça permet d'augmenter l'accès des microbes à la chose.
elle l'humecte de salive. Je vais revenir sur le contenu de cette salive tout de suite. Et puis regardez, donc là, elle est en train de mâcher. Ça humecte bien de salive et elle va l'avaler. Hop! Et attention, hop. En fait, c'est de la régurgitation, ce qui est ruminé. Et cette imprégnation de salive a un intérêt, c'est que la fermentation, c'est quelque chose qui est acidifiant, ça fait des acides gras fermentaires. Le pH baisse et vous savez qu'à bas pH, les bactéries ne sont pas à l'aise et beaucoup de microbes meurent. Donc si vous laissez s'acidifier le rumen, c'est-à-dire la grande poche qui se trouve au débouché de l'ésophage et avant l'estomac, et dans laquelle il y a tous ces microbes qui se développent avec l'herbe qu'a mangé la vache, si vous laissez s'acidifier le rumen, eh bien, vous avez tué vos microbes. Donc en fait, la vache, elle a un gros bide parce qu'elle a un rumen qui a un volume de 100 à 250 litres. Dans ce rumen, il y a des bactéries qui fermentent et ça fait l'odeur de la vache. Voilà. Et quand elle rumine, la vache fragmente les morceaux d'herbe, les enduit d'antiacides, c'est le carbonate, les ions carbonate de sa salive, ce qui chez vous dépose du tartre dans la bouche. Et en plus, chez la vache, l'urine contient tout un tas de déchets du métabolisme, mais pas l'azote, pas le phosphate. L'azote sous forme d'urée et le phosphate sous forme d'ion phosphate sont sécrétés dans la salive et servent de fertilisant pour le rumen. Et c'est un recyclage assez extraordinaire. Je vais tout de suite après revenir là-dessus. Donc l'idée, c'est que votre vache, elle nourrit des microbes, elle leur fait la cuisine quand elle rumine d'une certaine façon, et quand ceci est terminé, eh bien, elle filtre en fait régulièrement le contenu du rumen, elle prélève les petites particules. Ces petites particules, c'est surtout des microbes. Elle va digérer des microbes. 10% des enzymes digestifs de la vache, c'est du lysozyme, qui est une enzyme qui détruit la paroi bactérienne. Donc la vache, c'est un microphage. C'est un organisme qui digère des microbes, mais qu'elle élève dans son rumen. Et ça explique qu'elle n'ait pas accès à la biomasse végétale, c'est qu'en fait, c'est les microbes qu'elle fait pousser dessus qu'elle mange. Alors il en reste quelques-uns qui continuent à se multiplier, ils ne sont pas tous morts, mais simplement ceux qui passent là, ils sont morts. En revanche, les morceaux d'herbe qui passent à travers le filtre, eux, il n'en arrive plus rien. Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'avec cette espèce de processus on appellerait ça dans une automobile de turbo, où vous remettez des déchets dans la salive pour faire pousser les microbes, la vache arrive à faire pousser beaucoup de microbes. Bon an, mal an, c'est 2 à 3 kilos de protéines microbiennes par jour qui sortent du rumen. C'est énorme, hein ? Et ça la rend très efficace. Et ça explique un paradoxe qui doit vous avoir frappé. Dans une pyramide trophique, le rendement d'un échelon à l'autre de la pyramide, c'est 10%. C'est-à-dire que j'ai 100 kg d'herbe, ça fait 10 kg de vache, et ça fait 1 kg d'homme. Oui, en termes de production de biomasse. Ma vache, elle mange des bactéries et des champignons qui mangent de l'herbe. Ou même mieux, quand vous regardez le rumen, ce que vous voyez surtout, c'est de très gros protozoaires qui mangent des bactéries qui mangent de l'herbe. D'accord ? Donc la vache, en termes de pyramide trophique, c'est pas un consommateur d'ordre 1, c'est un consommateur d'ordre 2, voire 3. Ouais. Donc le rendement devrait être entre 0,1 et 1% de ce qu'elle mange. Or, il est de 10%. C'est énorme, hein ? Ça veut dire qu'elle a une efficacité qui n'est pas attendue dans les chaînes trophiques ordinaires. Et ça tombe bien, parce que quand on a domestiqué la vache, on voulait un herbivore qui fasse du rendement de viande par rapport à l'herbe. Donc c'est pour ça qu'on ne domestique pas des carnivores. Alors qu'est-ce qui se passe ? Cette super efficacité qui fait que la vache a l'air d'être un consommateur d'ordre 1, alors qu'elle est un consommateur d'ordre 2,5, on va dire, un consommateur d'herbe, un consommateur de bactéries qui mangent de l'herbe, ou un consommateur de protozoaires qui mangent des bactéries qui mangent de l'herbe, ce rendement-là, il est lié non seulement au recyclage des déchets, mais aussi à un autre détail, c'est qu'elle se nourrit aussi des déchets des microbes. Donc elle ne mange pas que les microbes, mais elle mange aussi leurs déchets. Cette odeur forte qu'ont les vaches, acétate, propionate, butyrate, les fameux gaz fermentaires, qui en fait sont produits sous forme d'acide. C'est pour ça que c'est acidifiant la rumination. Ça représente la forme circulante de carbone dans la vache. La vache, elle a une glycémie ridicule.
Parce que ce qui circule comme carbone, c'est des gaz fermentaires qui diffusent dans les tissus. Alors évidemment, le problème de la diffusion dans les tissus, c'est que des fois ça sort, et donc les vaches ont une odeur. C'est les gaz qui passent dans l'air avant d'être utilisés. 90% des besoins énergétiques de la vache sont couverts par les acides gras volatiles, issus du rumen, qui sortent du rumen, et qui nourrissent les cellules. Et du coup, la glycémie est tout à fait anecdotique dans la circulation du carbone. Alors chez nous, elle est importante, mais nous, on a aussi des bactéries qui fermentent. Et figurez-vous que c'est 5 à 10% de nos besoins énergétiques qui sont couverts par ces gaz, qui des fois sont perdus lors d'une flatulence, dommage, mais qui pour le coup... alors là, on n'a plus d'image. Ouais, ça revient. C'est bon. Ok. Alors, qui ne sont pas toujours perdus dans des flatulences, mais qui parfois sont réutilisés. L'acétate pour faire du sucre dans le foie et le butyrate directement sur place dans l'intestin. Merci pour l'image. Maintenant, je voudrais vous montrer que chez les animaux aussi, les microbes sont protecteurs. Et là, je vais prendre un animal plus banal, la souris. Alors, on est à l'INRA de Jouy. Joël Doré, qui parlera demain, est l'un des responsables de ce laboratoire. On étudie des souris qui sont dans des bulles sous pression. Les trompes qui dépassent, ce sont des gants. On peut mettre les mains dedans pour manipuler à l'intérieur. Et comme c'est sous pression, s'il y a un trou, les microbes ne peuvent pas rentrer. Ça reste stérile, l'air sort. Et dedans, il y a des souris qui sont nées à la première génération par césarienne, qui sont donc privées de microbes, car dans le ventre maternel et dans l'abdomen maternel, il n'y avait pas de microbes, et qui ont tout de suite été mis en conditions stériles et qui ensuite engendrent de génération en génération des souris nées par des voies naturelles, mais dépourvues de microbiote. Alors, ces souris-là sont dépourvues des plusieurs centaines à plusieurs milliers d'espèces de microbes qu'il y a sur des souris dans leur tube digestif ou également sur leur peau, qui vient en fait de leur environnement. Et si l'environnement est stérile, les souris ne se contaminent pas. Voilà. Ces souris-là ont des problèmes de digestion. Il leur faut 30% d'alimentation en plus que des souris ordinaires. Elles digèrent moins bien. Et donc, chez les souris, et c'est très probablement la même chose chez l'homme, sauf que chez l'homme, on ne peut pas avoir d'homme sans microbes. C'est ce que j'ai appelé axénique, les souris qui n'ont pas de microbiote. On peut bien sûr pas faire expérimentalement d'homme axénique. Mais on pense que pour nous, c'est pareil. C'est 30% de l'efficacité digestive des microbes, parce qu'ils amènent leurs enzymes. Donc ça aide à digérer. Et une souris sans microbes, il faut 30% de nourriture en plus. En plus, il faut lui amener des vitamines, et ça montre que les microbes du tube digestif fabriquent des vitamines complémentaires à ceux de l'alimentation. Alors là, c'est plutôt des cellules qui explosent en libérant leur contenu. C'est rarement que le microbe fabrique des vitamines et qu'il les balance dans le milieu. C'est plutôt des cellules accidentées qui libèrent dans leur contenu des vitamines. Et puis, il y a aussi des phénomènes de détoxication. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces souris s'intoxiquent parfois avec des aliments banals de souris parce qu'il y a dedans des toxines qui normalement sont détruites par le microbiote. Alors c'est assez intéressant de voir que là, on frise la protection, mais la protection ne s'arrête pas là. Cette protection, elle peut être liée à la présence des microbes ou liée à leur influence sur le système immunitaire. Et là, vous allez retrouver quelque chose qui va vous rappeler ce qu'on a dit sur les mycorhizes précédemment. Le fait d'avoir des microbes, c'est quelque chose qui fait obstacle à l'arrivée des pathogènes parce que l'espace est déjà occupé, parce que les ressources ont déjà été capturées, donc il y a un problème de compétition pour les ressources. Et puis souvent aussi, dans les microbiotes, il y a des guerres intestines, si j'ose dire. Les microbes sécrètent des antibiotiques pour s'entre-empêcher les uns les autres de proliférer et pour avoir quelques accès aux ressources. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand un nouvel organisme arrive, il se retrouve pris dans des guerres antibiotiques et éventuellement ces antibiotiques sont toxiques pour lui. Je vais tout de suite vous citer un exemple de ça. Sur la peau, vous avez des malacésias, et c'est vrai pour les souris aussi. Vous avez des malacésias qui sont des levures protéolytiques, c'est-à-dire qui détruisent les protéines. Elles se nourrissent ainsi en digérant les protéines de la peau. D'ailleurs, quand il y en a trop, ça fait des pellicules. Bon, mais en général, il n'y en a pas trop, et on n'a pas tous des pellicules, et on n'a pas des pellicules partout sous le corps. En revanche, elles détruisent aussi les protéines qui permettent aux staphylocoques dorés d'adhérer entre eux. Normalement, un staphylocoque doré, il s'installe en faisant un biofilm. Les cellules se serrent entre elles, se retiennent entre elles par des ponts protéiques. Et par des ponts protéiques qui les rattachent à la peau.
quand elles ont fait une croûte comme ça, elles sont moins facilement enlevées par abrasion et surtout, si jamais il y a une molécule toxique, celles de la surface meurent, mais font rempart de leur corps à celles qui sont à l'intérieur. Sauf que s'il y a des malacésias, il n'y a pas d'espoir de biofilm parce que les ponts protéiques en question sont clivés qui permettent de faire le biofilm. Et donc, ordinairement, sur votre peau, vous êtes porteur de staphylocoque doré, mais ils n'arrivent jamais à former de biofilm et jamais à arriver à des phases pathogènes parce qu'ils sont perpétuellement emmerdés par le reste de la communauté microbienne. Donc ça, c'est important, ça veut dire que quelque part, il y a une protection percée par la présence même, mais il y a aussi des effets indirects que je vais vous illustrer tout de suite par ces expériences, qui consistent à inoculer la leishmaniose, un protozoaire parasite de la peau, à des souris, sachant que normalement tout doit se passer bien, puisque les souris ne sont pas sujettes à la leishmaniose. Alors on y va, on fait ça sur une souris contrôle qui a un microbiote cutané dans le tube digestif, ça fait une papille de réaction qui expulse le pathogène, pas de maladie. On fait ça sur une souris axénique, élevée dans des conditions où elle n'a pas de microbiote. Alors déjà, vous voyez que la peau est beaucoup moins épaisse. Et deuxièmement, on voit les trous qui commencent à se produire. La réaction n'est pas suffisante et la souris axénique attrape une maladie qui n'est pas une maladie de souris. Alors, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que la taille des lésions est beaucoup moins importante, la réaction immunitaire est moins forte sur les souris axéniques. Et on se dit, alors, est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de microbes ? Il n'y a qu'à remettre des microbes. Dans un deuxième temps, il y a ces expériences où l'on remet, et ça c'est ce qui est génial avec les souris axéniques, c'est que vous pouvez les utiliser pour faire des souris gnotogéniques, gnotognocine, connaître, d'accord, où vous connaissez les bactéries qui sont dessus. Alors là, c'est très simple, on rajoute un staphylocoque de la peau, Staphylococcus epidermidis, on le rajoute 8 jours avant l'infection, on fait l'infection, et là, c'est bon, et là, il y a eu un instant de suspense, on voit très bien que la lésion est plus grande et certaines des souris n'attrapent pas la maladie. Quand on s'intéresse, donc vous voyez que rétablir un microbiote rétablit la capacité du système immunitaire à réagir, et c'est bien le système immunitaire, parce que quand on regarde les lymphocytes 17A, TCR bêta+, qui sont ceux qui sont responsables de l'immunité anti-protozoaire, on s'aperçoit que dans les souris contrôle, ils ont proliféré d'un facteur 10. Dans les souris axéniques, ils ont peu répondu, peu proliféré. Et dans les souris axéniques rendues gnotogéniques avec des staphylocoques, on retrouve une prolifération normale. Vous voyez que là encore, vous avez un discours, un échange entre le microbiote et le système immunitaire qui le rend plus efficace. Et par parenthèse, il le rend aussi plus efficace dans les processus cicatriciels. Et ça explique qu'en milieu hospitalier aujourd'hui, on est compris empiriquement, avant de comprendre ce qui se passe, qu'il ne faut pas désinfecter les plaies. Au départ, vous les infectez une première fois, puis après, vous les laissez se réinfecter avec le microbiote de la peau. Vous n'intervenez que s'il y a une infection qui flambe. Parce que ça augmente la vitesse de cicatrisation. La question, ce n'est pas de ne pas avoir des microbes, c'est d'avoir les bons microbes. Bon, je termine avec un dernier exemple qui va toucher au développement, et j'en viendrai à ma conclusion. Vous sentez déjà que d'une certaine façon, le développement du système nerveux animal, il a été influencé. Mais regardez plutôt ces diagrammes ici, ces résultats sur des souris axéniques ou non, dont on étudie le comportement sur des croix élevées, dont 2 bras sont entourés de hauts murs. Là, vous avez une souris normale, avec bactéries. Vous voyez qu'elle explore la zone protégée, et puis elle va mettre le nez dehors, mais les souris, c'est photophobe et agoraphobe. Ça évite les endroits où ça peut se faire bouffer, en fait. Et donc, elle va continuer à explorer la zone protégée. Deuxième souris, une souris axénique. En fait, c'est la sœur de la première. Mais elles sont nées axéniques et la première est ressortie de la cage peu après la naissance. Alors, elles ne sont pas génétiquement identiques, mais elles sont proches quant à leur contenu génétique. Et là, on a cette souris qui est déposée, qui commence bien sûr par explorer la partie où elle est. Elle arrive à la croisée des chemins, et là, elle sort. Et elle reste dehors. C'est bizarre. En plus, elle se penche, alors que les souris sont quand même beaucoup plus timorées par rapport aux obstacles. Et pour terminer, est-ce qu'elle va se mettre à l'abri ?
Alors, vous allez me dire, on a tous des familles dans lesquelles il y en a un qui a la France insoumise et l'autre au Rassemblement national. Ça arrive que dans les familles, enfin, vous voyez, entre le développement et les sciences génétiques, on peut avoir des courageux et des timorés, bon, à l'extrême, dans la même fratrie. Mais quand on fait ça sur plein de couples de souris issues de fratries, on obtient des différences significatives. Notamment, on voit très bien que les souris exéniques, elles sont plus souvent, dans les 5 premières minutes de l'expérience, elles sont plus souvent dans la zone ouverte. Donc il y a des différences significatives. Quand on broie, ça se passe très mal, le système nerveux central de ces souris et qu'on dose les neurotransmetteurs et leur forme inactivée. Vous savez que les neurotransmetteurs s'inactivent rapidement. Dans le fonctionnement synaptique, c'est important pour la labilité synaptique. On s'aperçoit que le rapport inactif sur actif est toujours plus grand chez les souris exéniques. La quantité d'inactivés est plus grande que la quantité d'activés. Le rapport entre les deux est plus grand. Ça veut dire en fait que l'inactivation se fait plus vite. Leurs synapses ne fonctionnent pas de la même façon. Alors vous allez me dire, le lien avec ce qui précède, aucun. Mais toujours la même conclusion, c'est que ça ne marche pas pareil, le système nerveux d'une souris exénique. Bon. Et on continue avec des expériences d'hybridation in situ, où on regarde différents gènes sur des tranches fines de cerveau de ces souris, et on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que des marqueurs de l'anxiété sont surexprimés chez les souris normales par rapport aux souris exéniques, alors qu'elles sont élevées dans les mêmes conditions. Ça peut expliquer un moindre stress et une prise de risque accrue. Je ne dis pas que ça explique complètement le comportement qu'on a observé, mais le fait d'être moins stressé dans les mêmes conditions peut conduire à avoir des conduites plus dangereuses ou plus inhabituelles. Parmi les nombreux gènes, un autre qui est lié à la plasticité synaptique et donc à la mémorisation. Vous voyez que les souris exéniques expriment moins ce gène-là, et de fait, les souris exéniques, on le sait, mémorisent beaucoup moins bien dans les expériences d'apprentissage. Il leur faut une semaine de plus qu'une souris normale. Je ne dis pas que c'est uniquement à cause de ce gène, hein, mais je dis que ce gène est sans doute, sa sous-expression est sans doute l'une des raisons qui conduit à ce qui est bien connu, une moindre capacité à réorganiser les réseaux synaptiques. Bon. Aujourd'hui, d'ailleurs, on connaît un certain nombre de bactéries qui ont des potentialités pour améliorer les performances et la résistance au stress. Alors, elles sont bien décrites chez les rongeurs. On commence à en vendre certaines pour l'homme parmi les probiotiques de pharmacie, mais je dirais que les effets sur l'homme sont moins bien connus et moins forts. Je m'explique. On a effectivement des preuves que par rapport au stress et à l'anxiété, on a des bactéries qui augmentent la résilience, au sens psychologique du terme, la capacité à revenir de ces stress extrêmes, mais c'est pas très... Il y a quand même du stress, ça ne supprime pas tout le stress. Et puis surtout, l'autre truc qui est un peu gênant, c'est qu'on ne connaît pas les effets secondaires. Mais comme c'est en parapharmacie, c'est pas grave. Parce que là, il n'y a pas de notice. Et il n'y a pas d'engagement sur l'action. Vous savez la différence entre la parapharmacie et la pharmacie. Pharmacie, le médicament que vous achetez, le produit que vous achetez, vous savez l'effet, vous achetez un effet. En parapharmacie, vous achetez un produit dont vous savez la composition, et on prétend vaguement qu'elle a un effet, mais cet effet n'est pas forcément démontré. C'est ça la différence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des produits en pharmacie qui ont été abusivement vendus pour leur effet, qu'ils n'ont pas, et que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas en parapharmacie des trucs qui prétendent à un effet qui existe vraiment. Je dis juste que réglementairement, c'est la différence. Et les probiotiques sont, et on se plaint beaucoup de ça avec quelques collègues, du mauvais côté. C'est-à-dire qu'on voudrait avoir des notices qui nous disent exactement qu'est-ce que ça fait et quels sont les risques. Pour l'instant, on attend. Alors, j'en ai presque fini avec cet exposé. Je voudrais juste passer à ma conclusion. Cette conclusion, c'est que vous pourriez être étonné que des fonctions aussi importantes que l'alimentation, la défense ou le développement passent par des alliés microbiens. En particulier pour le développement, on sait très bien que dans le développement embryonnaire, on sait très bien organiser des transitions développementales, des maturations d'organes, des maturations de ceci ou de cela, avec des signaux endogènes. Pourquoi il y a besoin d'être mycorhizé pour allumer un système immunitaire performant? Pourquoi il n'y aurait pas un système qui dit « Allez, c'est bon là, on germe, c'est le moment de mettre en place un système immunitaire à pleine potentialité ». Pourquoi il n'y a pas des signaux endogènes qui permettent de développer le système nerveux d'une souris? Pourquoi ça repose sur des signaux qui viendraient du microbiote? Ça paraît bizarre pour des fonctions aussi essentielles. Mais là, je pense que pour quelqu'un qui fait de l'évolution, c'est évident. Je m'explique. Imaginons
que deux espèces vivent dans le même milieu. Ici, il y a l'espèce grise et l'espèce rose. D'accord ? Bon. Imaginons qu'elles sont toujours côte à côte. Toujours. Alors, ça peut être que l'une parasite l'autre, que l'une est en symbiose avec l'autre, ou qu'elles sont en symbiose avec une autre et qu'elles sont en coexistence neutre. Imaginons qu'elles soient tout le temps ensemble et étudions la fonction se tenir droit. Si j'enlève la rose, la grise se tient droit, d'accord ? Si j'enlève la grise, la rose se tient droit. Vous y êtes ? Imaginez cette mutation. C'est pas vraiment une économie de carbone parce qu'on garde la jambe, hein. Mais cette mutation-là, elle fait que maintenant, la rose se tient plus droite sans la grise. Rien n'a changé. Ça, c'est ni sélectionné, ni contre-sélectionné. Que vous soyez rose là ou rose là, c'est pareil. Qu'est-ce qui gouverne un événement pareil ? C'est pas la sélection naturelle, c'est la dérive. C'est la dérive. Ça peut se produire par hasard ou pas. Et après, ça disparaît. Alors, quoique la réversion est quand même un peu difficile parce qu'il n'y a pas de pression de sélection pour refaire une jambe qui tient. Mais ça peut envahir la population ou non. C'est neutre. Sauf que c'est un jeu de qui perd gagne. Vous jouez ça sur des dizaines de fonctions avec des dizaines d'organismes qui vous habitent. Il finit par y avoir l'une ou l'autre des fonctions pour lesquelles, si jamais vous avez été autonome, finalement maintenant vous n'êtes plus tout à fait autonome, notamment tous les signaux de régulation, de fonctionnement et de développement. C'est tout, c'est neutre. On présente souvent la symbiose comme un gain de fonction. C'est vrai que quand on gagne un partenaire, on gagne ce qu'il sait faire. C'est vrai que quand on établit une symbiose qui permet de faire une nouvelle fonction, on gagne quelque chose. Donc oui, la symbiose peut être un gain. Mais le fait de vivre ensemble, et d'ailleurs même sans mutualisme, mais bon, le fait de vivre ensemble en symbiose, ça fait qu'à un moment, vous pouvez très bien commencer à réaliser la fonction ensemble. Alors d'ailleurs, par parenthèse, ça aussi c'est possible. Alors il y a quelqu'un qui est passé derrière au mauvais moment, mais croyez-moi, on tient bien là. Et là, quand je vois ça, je vois que la même chose s'est passée là. Ça tient toujours, hein, c'est neutre. Sauf que quand je visite ça, je vais dire un peu naïvement, oh là là, ils ont appris à se tenir debout ensemble. Et dans l'évolution, ils ont inventé le port dressé à deux. Faites gaffe, hein. Des fois, ils l'ont perdu en tant qu'espèce séparée, et maintenant, ça a l'air d'une propriété émergente, mais ça ne l'est pas forcément. Donc, bien sûr, il y a des émergences, bien sûr, il y a des nouveautés, bien sûr, il y a des acquisitions, mais il y a aussi des pertes de fonction. Et donc, on devient dépendant. Et toutes ces histoires de microbes, c'est l'histoire qu'à force de cohabiter avec des, je le répète, en fait, plutôt des milliers d'espèces quand on est un homme, et au moins des dizaines de milliers d'espèces quand on est une plante, on finit un jour ou l'autre par les inviter dans nos fonctions, et ensuite, si on en est privé, ça se passe mal. Et c'est ça que nous racontent ces interactions avec les microbes, c'est qu'il se passe un processus qui aurait pu se passer avec des poissons rouges, avec des plantes, avec tout ce qu'on veut, sauf que vu le rapport d'échelle, il y a une asymétrie, c'est que c'est moi et 5000 espèces de microbes pour des raisons de taille, et que donc celui qui perd des fonctions, celui qui a plus de chances de perdre des fonctions, c'est celui qui a le plus de partenaires, c'est moi. Ça n'empêche pas d'ailleurs les bactéries de perdre des fonctions. Vous n'êtes pas demandé pourquoi dans les yaourts il y a 2 bactéries ? Il y en a une qui ne sait pas faire la protéolyse et l'autre qui ne sait pas faire la glycolyse. Si elles ne sont pas ensemble, elles ne vivent pas. Quand vous regardez leurs ancêtres, ils savaient tout faire. Mais dans le yaourt, les lactobacilles sont protéolytiques et les streptocoques sont capables de faire la glycolyse et de libérer du lactate et de l'acétate qui est récupéré par l'autre. Tandis que la protéolyse amène des protéines aux 2 partenaires. Nul ne peut prendre l'avance sur l'autre, il faut qu'il y en ait autant des deux, parce que sinon les fonctions ne sont pas bien remplies. Vous y êtes ? Donc même entre bactéries, ça joue. On a des ancêtres de ces 2 espèces qui sont complètement autonomes pour la protéolyse et l'utilisation des sucres. Mais aujourd'hui, les lactobacilles savent faire la protéolyse que ne font pas les streptocoques. Et les streptocoques font la glycolyse et produisent de l'acétate et du lactate utilisables par les autres, qui eux ne savent pas faire la glycolyse. Non, je ne dis pas que toutes les symbioses se sont faites par dérive génétique, mais je dis que quand elles se sont faites, de la dérive peut créer de la dépendance.
Non, la symbiose n'est pas forcément une dépendance, elle peut être facultative. Mais à chaque moment où elle est facultative, elle peut se verrouiller autour d'une telle perte de fonction. Et la dépendance émerge secondairement, assez inéluctablement dans le temps. Mais on part de scénarios où éventuellement, clairement les ancêtres des lactobacilles et des streptocoques du yaourt, ils vivaient indépendamment. Bref, ce que j'ai voulu vous dire, c'est que c'est pas tellement étonnant quand on est habité de microbes qu'on finisse par en être dépendant. Et le catalogue que j'ai fait, j'aurais pu l'étendre à absolument toutes les fonctions en cherchant bien.